Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'École supérieure des métiers de Muret. Aujourd'hui, nous allons parler des principaux capteurs et actionneurs qui permettent le fonctionnement des véhicules d'aujourd'hui. Quelles sont leurs technologies, qu'est-ce qu'ils mesurent, combien ils ont de fils et quel est leur signal. On va répondre à toutes les questions pour être incollable sur le sujet. En première partie, on parlera des capteurs et ensuite en seconde partie, on parlera des actionneurs. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Martin Marquez Velasco, professeur en mécanique automobile et je suis très heureux de vous présenter ce podcast. Donc on va commencer ce podcast avec les capteurs et le rappel de sa définition. Donc ça permet de transformer une grandeur physique en énergie électrique. Et c'est cette énergie électrique qu'on va appeler le signal qui va être différent en fonction du capteur utilisé. Donc ces capteurs, ils sont là pour mesurer des grandeurs physiques, pareil, qui peuvent être différentes. Donc exemple, on peut avoir une position, une vitesse, une pression, une température, un débit, etc. Allez, on va voir 10 capteurs principaux, mais avant ça on va rappeler quelques particularités des capteurs. Donc les capteurs peuvent fournir des différents signaux, donc soit des signaux analogiques, où le signal va varier de 0,5 à 4,5 volts, donc on pourra utiliser le voltmètre, ou bien des signaux entre parenthèses numériques, où ce sera des signaux de type carré, avec un état haut et un état bas, et là il faudra utiliser l'oscilloscope. Donc on va commencer avec le capteur Éphéol, qui permet de mesurer des vitesses, des positions et des déplacements angulaires, par exemple le capteur PMH. Il a besoin de 3 fils pour fonctionner, 1 plus 5, une masse et un signal, et le signal qui sera carré, donc il faudra utiliser l'oscilloscope. Après on a le capteur piezo résistif, donc lui il permet de contrôler une pression, par exemple la pression collecteur, où il aura besoin de 3 fils pour fonctionner, plus 5, masse et signal. Donc là le signal il sera analogique, qui varie de 0,5 à 4,5 volts, et là on pourra utiliser le voltmètre. Après, à ne pas confondre avec le piézo-résistif, on a le piézo électrique. Donc là, il génère lui-même son propre courant. C'est essentiellement utilisé pour le capteur Ekikti. Donc il y a 2 fils, donc on crée une différence de potentiel qui varie en fonction du cliquetis moteur. Donc c'est un signal analogique sous forme de pic de tension. Donc on pourra utiliser soit le voltmètre, soit l'oscilloscope pour être plus précis, parce que les tensions sont assez faibles. Ensuite on a les thermistances. Les thermistances, ça permet de contrôler des températures. Exemple, la température de liquide refroidissement. Donc là par contre il n'y a que 2 fils, un plus 5 et une masse. En fait c'est un signal analogique qui varie de 0,5 à 4,5 volts, mais ce signal il fait varier le plus 5 d'alimentation, parce que c'est un capteur qui est monté en pont diviseur de tension. Donc on pourra utiliser, vu que c'est un signal analogique, un voltmètre pour contrôler le signal. Après il y a les thermocouples. Donc là par contre celle-là elle génère elle-même son propre courant. Et pareil c'est pour mesurer des températures, mais ce sera des températures plus élevées et avec une plage de fonctionnement supérieure à une thermistance. Donc elles seront notamment utilisées pour les températures d'échappement, parce qu'on a besoin de savoir une température de moins 40 à 1000 degrés à peu près dans la ligne d'échappement. Donc il n'y a que 2 fils, un plus et un moins, qui varient en fonction de la température. Et c'est un signal analogique. Et comme c'est un signal qui est assez faible, on l'amplifie et on le transforme en PWM. Donc il y a une étage électronique parfois avec ces capteurs intégrés. Donc là il n'y aura pas 2 fils, mais il y aura 3 fils du coup, pour l'alimentation du module. Après on a les capteurs inductifs. Donc ces capteurs génèrent eux-mêmes leur propre courant. Donc ça permet de mesurer des vitesses ou des positions, exemple vitesse de roue. Donc il n'y a que 2 fils, un plus et un moins, et le signal sera alternatif. Donc on peut utiliser soit le voltmètre en position alternative, sinon le mieux c'est pour visualiser le signal, c'est d'utiliser l'oscilloscope. Après on a les potentiomètres, donc ça permet de mesurer des déplacements angulaires, donc exemple les papillons GR. Donc il y a 3 fils, 1 plus 5, une masse et un signal. Donc là c'est un signal analogique qui varie de 0,5 à 4,5 volts. Donc il faut savoir quand même que ce capteur n'existe presque plus, il a été remplacé par le capteur Éphéol. Le capteur Éphéol qui est bien sûr plus précis et plus rapide, contrairement au potentiomètre. Ensuite on a les capteurs film chaud, donc c'est pour mesurer des débits, et notamment le débitmètre, où il y aura besoin de 3 fils, 1 plus 5, masse et signal.
Donc là on peut le retrouver soit en signal analogique, soit en signal PWM. Donc le signal PWM, rappelle, c'est signal carré. Ça dépend de s'il y a un étage électronique intégré ou pas à l'intérieur du capteur. Ensuite on a les sondes électrochimiques qui génèrent elles-mêmes leur propre courant. C'est pour pouvoir mesurer le taux d'oxygène dans l'échappement. Donc c'est ce qu'on appelle la sonde lambda en fait. Elle a deux fils, un plus et un moins, et ce sera un signal analogique qui varie en fonction du taux d'oxygène d'échappement. Et ensuite pour finir, les contacteurs. Donc ça permet de mesurer une position ou un état, par exemple la marche arrière. Donc il y a soit un, soit deux fils, soit quatre fils même des fois quand on a une redondance. Et c'est un signal analogique qui représente soit un état haut, soit un état bas. Et aujourd'hui, chaque constructeur essaie de trouver des solutions pour moins consommer. Et on a les capteurs multiplexés qui ont fait surface avec le protocole CENT. C'est un protocole qui permet d'envoyer des trames à une vitesse moyenne de 30 kbps. Donc ça permet d'avoir des signaux plus rapides et plus précis. Et dans certaines situations, on peut avoir deux informations sur le même film. Par exemple, sur impression de collecteur d'admission, on peut avoir la pression et la température en même temps. Ça permet d'augmenter l'efficacité du calculateur. Si c'est la gestion moteur, ça permet d'augmenter le rendement moteur. Allez, donc on arrive à la dernière partie où on va parler des actionneurs. Et on va commencer par sa définition. Donc on appelle actionneur tout élément qui transforme une commande électrique en phénomène physique. Donc en fait, il s'agit de l'opposé du capteur. Donc on va voir quelques exemples. Donc si j'utilise une tension, je peux la transformer en lumière, c'est par exemple les ampoules. Si j'utilise un courant, je peux la transformer en température, donc notamment les résistances chauffantes. Si j'utilise une tension, je peux créer un déplacement, donc les relais ou les injecteurs. Et enfin, si j'utilise une tension, je peux aussi créer de l'énergie, par exemple les bobines d'allumage. Donc le rôle d'un actionneur, c'est lorsque le calculateur a déterminé ces différents paramètres, donc les paramètres qui sont issus des capteurs et de sa cartographie, le calculateur va décider de commander ses actionneurs. Et ensuite, les actionneurs, c'est eux qui vont permettre d'ouvrir des circuits hydrauliques ou bien de générer des réchauffages, etc. Donc ils peuvent avoir différents types d'alimentation de pilotage. Donc il y en a trois différents qui sont utilisés. Le premier cas où c'est l'actionneur qui reçoit un puce APC et c'est le calculateur qui va lui donner une masse pour le piloter. Donc c'est un des cas les plus courants. Ensuite c'est l'actionneur qui reçoit une masse permanente et c'est le calculateur qui lui donne un plus 12 pour pouvoir le piloter. Et enfin le dernier cas où c'est le calculateur qui pilote avec le plus et le moins. Là ça permet d'avoir des tensions plus élevées. Là on le retrouve avec les injecteurs, on peut avoir jusqu'à 70 volts. Et ça permet aussi d'inverser la polarité si on a besoin. Et ensuite les commandes, on peut avoir soit des commandes de type on-off, tout ou rien, ouvert ou fermé, soit des commandes de type RCO, rapport cyclique d'ouverture. Donc ça permet d'avoir des commandes proportionnelles. Par exemple avec un papillon doseur sur les moteurs essence, si je le piloterais en on-off, bien sûr je ne pourrais pas du tout gérer l'alimentation en air de mon moteur. Vu que j'utilise une commande RCO, le papillon aura des positions intermédiaires et je vais jouer sur le mélange air essence. Pareil pour les papillons doseurs GR, pour permettre de doser le taux de GR qui rentre dans le collecteur d'admission. Voilà, donc l'actionneur qui est le plus utilisé, c'est l'actionneur de type électroaimant. Donc à l'intérieur de cet actionneur, il y a un bobinage. Et lorsque je l'alimente, je génère un champ magnétique. Du coup, ce bobinage devient électroaimant avec un pôle nord et un pôle sud. Et du coup, à l'établissement de ce champ magnétique, ça va permettre de commander des pièces métalliques telles que des aiguilles, des palettes, des tiroirs rotatifs, des rotors, etc. Voilà. C'est vraiment l'actionneur le plus utilisé. Et pour les contrôler, si on a une commande RCO, on va devoir utiliser l'oscilloscope pour visualiser la commande. Si par contre c'est une tension on-off, on peut utiliser le multimètre en fonction de voltmètre. Et après, vu que bien souvent ce sont des électroaimants, donc il y a une bobine à l'intérieur, on peut contrôler la résistance de la bobine et voir s'il n'y a pas un court-circuit interne. Et enfin, n'oublie pas qu'à l'aide de l'outil Diag, tu peux contrôler tes capteurs à l'aide du menu mesure paramètres
où tu auras toutes les infos en temps réel. Et ensuite, à l'aide du menu Test actionneur, tu vas pouvoir contrôler tes actionneurs et leur ligne d'alimentation. Voilà, donc j'espère que cet audio t'a plu, que tu as appris et que ça t'a permis de retenir certaines informations. Et je te dis à la prochaine pour un nouveau podcast.